Avocat de renom, understatement. Julius Gray cumule plus de 50 ans d'expérience et de pratique dans plusieurs domaines du droit. Il a reçu sa formation à l'Université McGill et à l'Université Oxford et a été admis au barreau du Québec en 1974. Membre de la faculté de droit de l'Université McGill de 1967 à 2002. Il a également enseigné à l'Université de Montréal et à la Canadian Human Rights School de Charlottetown, qui n'existe plus. Hein? Il a en outre été président de la Fondation canadienne des droits de la personne de 1985 à 1988. Il continue de publier divers ouvrages et articles sur des aspects techniques du droit, mais aussi sur des questions d'intérêt général. En 2004, Maître Gray a reçu pour l'ensemble de sa carrière la médaille du barreau du Québec, la plus haute distinction octroyée par le barreau. Alors, bienvenue, Maître Gray. Merci. Avant de commencer, il y a une petite réponse à donner à M. Rousseau. Il a invoqué Ballantyne et McIntyre. J'étais là devant le comité des Nations Unies. Et je dois lui rappeler qui a gagné McIntyre. Est-ce qu'ils ont maintenu la loi 101 et la loi 178? La réponse est non. Mais passons aux autres choses. Ma thèse principale aujourd'hui, c'est que les lois, la Charte de la langue française, avec l'article 23, sont satisfaisantes comme législation. Ce n'est pas une législation qui est terrible. Certes, je ne veux pas dire toute la Charte de la langue française, non pas les règles qui peuvent interpeller l'administration en anglais, non plus l'amendement constitutionnel qui essaye de faire la séparation à l'intérieur d'une fédération. Ça ne fonctionne pas. Non plus les règles concernant les découragements de l'apprentissage de l'anglais aux francophones. On ne peut pas utiliser le fait qu'on connaît l'anglais pour l'avancement au travail. Ce sont des sottises, ces choses. Cependant, en matière d'éducation, je pense que les lois 23 et la Charte constituent un compromis satisfaisant. Pourquoi? Parce qu'il était nécessaire d'avoir une restriction d'accès à l'école française. Je pense que tout le monde l'accepte. On a entendu Tom Mulcair, il l'accepte. Dans la situation où, comme nous avons vu hier dans les journaux, le taux de natalité est très bas au Québec. Toute l'augmentation de population vient de l'immigration. Non pas qu'on est contre l'immigration, mais qu'à ce moment-là, il est impossible de promouvoir l'accès, le choix libre d'école. Cela mettrait la langue française en danger, et surtout à Montréal, on ne pourrait pas le faire. Donc, oui, la loi comme telle, avec 23, non pas 123, est satisfaisante. Le problème, c'est l'application de la réglementation. Les seuls mots qu'on peut utiliser pour cette réglementation et application, c'est un beau mot français, c'est mesquin. C'est une tendance à restreindre à l'outrance les droits dont jouissent les gens sous la loi. Je vais vous donner des exemples. D'abord, le Québec n'a jamais voulu ne pas respecter les droits de minorité à une école anglaise. Le droit comme tel a été toujours invoqué par le Québec. Cependant, il insiste qu'il s'agit d'un droit collectif et non pas d'un droit individuel. Et manifestement, l'article 23, c'est un droit individuel où l'individu qui possède le droit à la droit de l'invoquer, c'est la conclusion de Québec Association Protestant School Board de l'affaire Collet. Deuxièmement, le Québec essaie d'interpréter de la façon la plus étroite
ses obligations sous l'article 23. Ajoutons que les autres provinces font la même chose, peut-être pour des raisons budgétaires, mais également, ils ne sont pas contents quand les cours leur disent de dépenser des fonds sur les francophones, comme le Québec ne veut pas le faire sur les anglophones. Mais si le principe d'accès libre à l'école anglaise ne peut être accepté, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas de règles nécessaires pour des exemptions. En théorie, le Québec est d'accord, il donne des exemptions, mais il les interprète de la façon la plus étroite possible. D'abord, il y a l'exception pour encourager les anglophones à fréquenter l'école française. C'est les droits acquis, dont Tom Montclair a parlé cet après-midi. Or, maintenant, c'est toujours dans la loi, mais il essaye de les nier en refusant les certificats d'éligibilité aux adultes. Pourquoi? Personne ne le sait, mais c'est comme ça. Il essaie de restreindre les droits qu'ils ont eux-mêmes donnés. Pourquoi maintenant est-ce qu'un certificat temporaire ne peut pas être renouvelé, ils ont mis ça dans la loi, dans les règlements, plus un certain nombre de fois? Pourquoi, par exemple, est-ce que les règlements, je dirais, complètement incompréhensibles sur les écoles passerelles? Je suis d'accord que l'école passerelle ne devrait pas servir de passage. On va la première journée, la deuxième journée, on va à l'école publique. Non, c'est pas ça qu'on veut. Mais les règles, les pourcentages des points, la bureaucratie sont telles qu'on décourage tout le monde. Et en plus, il y a deux types d'exemptions. Il y a une exemption pour les gens qui ont des problèmes d'apprentissage et également pour les motifs humanitaires. Est-ce que quelqu'un peut m'expliquer pourquoi, à ce moment-là, on va devant deux comités différents? Il y a deux types d'appels, un au TAC et l'autre à un comité d'appel sur la langue d'enseignement, avec des délais d'appel différents pour les individus qui n'ont pas d'avocat, qui sont venus ici, qui sont souvent des immigrants. Pourquoi tous ces raffinements procéduraux qui, effectivement, diminuent les droits? Il y a, si vous voulez, une tentative de ne pas respecter les droits que non seulement l'article 23, mais la Charte de la langue française a bel et bien octroyé aux individus. Et tout d'un coup, on essaie de les retirer par une porte d'arrière. Ceci est complètement contraire à certains principes fondamentaux du droit linguistique. Dans l'arrêt Bollac et dans la cause récente du Conseil scolaire francophone, la Cour a bien dit que les droits constitutionnels et les règles linguistiques s'interprètent de façon généreuse en faveur de la minorité. Je sais bien que probablement le professeur Rousseau pense que ça doit être interprété en faveur de la majorité au Québec et minorité au Canada anglais. Mais il n'y a aucune raison pour cela. Ce n'est pas chaque enfant qui vient dire que j'ai un droit d'être à la même école que mon frère adoptif. Ce n'est pas le cas de quelqu'un qui dit je suis en secondaire 4 quand je suis arrivé, j'ai fait toute ma scolarité en anglais, alors je ne pourrais pas accéder à la médecine ou au droit parce que je n'aurai jamais les bonnes notes qui se posent. Ce n'est pas eux qui posent une menace à la langue française. Au contraire, le problème avec l'administration, c'est bel et bien le nationalisme. L'idée que le Québec est un territoire purement francophone, que l'anglais est une langue étrangère, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas depuis 1760. Ce n'est pas dans l'intérêt des francophones, ce n'est pas dans l'intérêt des anglophones, ni du reste du Canada, pour faire du français un endroit où l'anglais est traité à peu près de la même façon que l'espagnol. Ce n'est pas qu'on persécute l'espagnol, mais il n'y a pas de service en espagnol partout. L'anglais est différent. L'anglais est une langue qui fait partie de l'héritage des Québécois.
bien que je sois d'accord avec le principe que l'anglais n'est pas la langue officielle, c'est le français. Mais l'idée de décourager l'anglais, de réduire les opportunités, par exemple, pour les francophones, est une mauvaise idée. Et ce qui est à revoir dans le cas de, des droits linguistiques au Québec, ce n'est pas les lois. Je ne demande pas de réforme des lois ici, pas dans cette partie-là de la charte, mais l'administration et la réglementation. Dans l'arrêt Quebec Association of Protocol School Boards, la Cour suprême a bel et bien dit ce n'est pas vrai que c'est la minorité la plus choyeuse au Canada. Au contraire, c'est la seule dont on veut gruger les lois. C'est vrai que du point de vue institutionnel, elle est beaucoup mieux nantie que les autres. Mais c'est également la minorité où l'administration et la réglementation veulent la diminuer. Et cela est fort regrettable. Je dirais surtout, les lois linguistiques, la charte de la langue française comme elle est aujourd'hui, discrimine de façon majeure contre les francophones. Les francophones n'ont pas d'option. Les francophones sont découragés quand ils veulent, par exemple, utiliser leur connaissance de l'anglais pour avoir un poste, pour réussir dans la vie. C'est une loi qui est profondément injuste dans ce sens-là. Et c'est le nationalisme qui fait en sorte que c'est toujours dangereux de nationalisme partout au monde. J'espère que chez nous, ça peut être mieux qu'ailleurs. Je ne veux pas faire de comparaison dramatique. Bien sûr, il y a personne. Ce n'est pas une question d'une minorité persécutée, mais le nationalisme en soi doit être... Et le problème du nationalisme, et je vais le dire, je l'ai publié, cela, dans tous les cas, à travers le monde, où les grands empires se sont effondrés après la Première Guerre mondiale et ont été remplacés par des républiques nationales. Une république nationale, la minorité a disparu. Où sont les Allemands en Tchéquie? La question des Juifs, c'est autre chose parce qu'il y avait Hitler. Mais où sont les Polonais en Ukraine? Où sont les Serbes en Croatie et les Croates en Serbie? L'État national, le nation state, est un danger pour toutes les autres langues, a tendance à imposer une uniformité. L'histoire de l'université de Louvain est une histoire qui devrait nous guider dans cela. On ne peut pas faire confiance à ce genre de sentiment. Et deuxièmement, le français n'est pas en déclin. C'est faux. C'est complètement faux. Il n'est pas en déclin précisément à cause de la loi 101. On ne peut pas trouver un seul cas au XXe siècle, où il y a eu un système d'éducation dans une langue qui était gratuit et obligatoire. C'est le cas au Québec, parce que seule une petite minorité a accès à l'école anglaise où la langue a disparu. Par contre, il y a eu beaucoup de cas où on a établi un système dans l'autre langue où cette langue a disparu. Manitoba, l'Ouest du Canada, l'Ontario. La Louisiane, où il y a eu un règlement qui a imposé l'éducation en anglais. Les pays de Galles, où, par la législation la plus progressiste de l'époque victorienne, on a imposé un système d'éducation gratuit et obligatoire, mais en anglais. La langue galloise a vraiment essuyé un choc. Elle est en train de le vivre maintenant, mais probablement pas de façon tout à fait efficace. La conclusion, c'est que tous les gens sont les mêmes. Quand on a imposé la loi 101, beaucoup de gens, y compris moi, ne comprenaient pas que c'était nécessaire. Moi, j'ai fait mes excuses dans un article dans les années 90. Je ne l'avais pas compris au début. C'était nécessaire. Mais par contre, une fois l'éducation gratuite et obligatoire
en français est imposé à la majorité de la population, il n'y a pas un seul cas où la langue a disparu. Ça peut arriver peut-être théoriquement, mais en réalité, on ne peut pas faire ça. Il y a donc le premier mythe du déclin du français, ce n'est pas vrai. Si on va parler d'une interprétation asymétrique, alors il faut avoir une raison. Si les Français étaient sur le point de disparition, ça serait discutable, mais ce n'est pas le deuxième mythe. La minorité la mieux traitée au monde. Elle n'est pas la pire traitée au monde non plus, mais c'est une question assez complexe. C'est une minorité qui, du point de vue institutionnel, est la mieux nantie au Canada, de loin, c'est vrai. Mais c'est également une société dont les droits sont attaqués, comme la Cour suprême l'a remarqué dans Quebec Association of Philosophical Schools. Donc, ma conclusion, ce qu'il faut contrôler au Québec, c'est l'aspect administratif et réglementaire. C'est l'État qui est devenu un tribunal où on ne peut pas gagner. C'est les raffinements procéduraux qui font en sorte que les petits gens ne peuvent pas se comprendre comment faire, comment agir pour avoir leurs droits que la loi leur garantisse. Il y a une autre pensée que j'ai, c'est une dernière pensée, elle est un peu fantaisiste parce que c'est impossible maintenant avec la constitution que nous avons. Est-ce que nous n'aurions pas mieux fait d'avoir un seul système scolaire, majoritairement en français, mais 20% ou 25% en anglais, qui aurait exigé la connaissance de l'une et de l'autre langue au niveau langue maternelle et qui aurait intégré la société et aurait assuré un bilinguisme de tout le monde. C'est trop tard. On ne le fera jamais, on ne le saura jamais. Mais je pense que c'était ça la solution, plutôt qu'un système séparé où les gens s'affrontent pour demander des droits. Comme je dis, c'est une fantaisie. Ce n'est pas sérieux comme possibilité aujourd'hui. Aujourd'hui, ce qu'il faut comprendre, c'est que les lois Gavin ne sont pas nécessairement inadéquates, mais que l'application et la réglementation sont terribles et que s'il est vrai que, du point de vue institutionnel, les anglophones sont mieux nantis, il faudrait cependant que les cours sévissent avec les abus bureaucratiques qui empêchent les individus d'avoir la droit. Merci.